pour utiliser leurs Storm Shadow, leurs Scalp et même leurs attaques MS. Il faut un lanceur, le missile lui-même et un système de navigation satellite. Dans ce cas, il y a une réponse simple. Détruisons des satellites de l'OTAN. Et en réponse à leurs attaques, plus particulièrement les satellites américains qui nous survolent. Ce qui serait intéressant, c'est qu'ils ne pourraient pas l'empêcher. Ce serait un sacré challenge pour eux, une véritable gifle dans la tête. Parce que l'Amérique a toujours déclaré qu'attaquer ses satellites était une déclaration de guerre. En faisant ça, on rendrait la monnaie de leurs pièces. En leur disant, vous voulez une crise des missiles de Cuba? Vous aurez une crise des missiles de Cuba. Allez, à chaque frappe, un satellite à terre. Voilà, c'est tout à fait simple. On en parle avec nos invités. Le colonel Pierre de Jong, qui est toujours avec nous, vice-président de l'Institut Témis, spécialiste de géopolitique et ancien colonel des troupes de marine. Aline Lebaille-Kramer également reste sur notre plateau, journaliste et cofondatrice du collectif Stand with Ukraine. Et nous ont rejoint Pierre Mena, bonjour, ancien ambassadeur et auteur de l'Union européenne et la guerre, et Nadejda Koutepova, bonjour, réfugié politique russe et membre de l'association Russie Liberté. Colonel, d'abord, c'est simple, on réplique en détruisant les satellites américains. Alors, ça se fait comme ça? C'est pas Poutine qui l'a dit déjà pour commencer. Non, déjà. Là, on est un petit peu dans le café du commerce, donc là, effectivement. Mais c'est une chaîne de télévision d'État quand même. Oui, c'est un truc sérieux. Enfin, ceci étant dit, c'est pas Poutine, c'est pas Peskov, c'est pas Lavrov. On est vraiment dans la démonstration et dans une communication qui est adressée aux opinions publiques européennes. Le deuxième point, c'est que oui, c'est possible. Évidemment, c'est possible. Vous lancez un missile, vous identifiez la trajectoire, ça peut être toujours la même. Vous le lancez à côté et vous faites exploser à côté. Le problème, c'est impossible. Parce qu'il faudrait des centaines de missiles, vous vous rendez compte tout ce qu'il faudrait. Donc on est totalement dans la déclaration. Centaines de missiles, pourquoi? Parce qu'il y a des satellites partout. Parce qu'il y a des centaines de satellites au-dessus de la Russie et au-dessus du monde. Donc il faudrait tous les détruire. Peut-être qu'on peut le voir en une animation. Effectivement, dans les années, encore dans les années 2000, il n'y avait quasiment pas de satellites. Si, il y avait des satellites autour de la Terre, bien. Malheureusement, on n'a pas l'animation. Et on a vu, notamment avec le réseau de SpaceX, c'est absolument démentiel, en fait. Il y a une constellation de satellites tout autour de la planète, et donc, a fortiori, dans le ciel russe. Alors, ils ne sont pas tous utiles pour guider des missiles ATACMS. Là, pourquoi? Parce que l'ATACMS, c'est un système inertiel, bon, je n'entre pas dans les détails techniques, et surtout un système GPS. Donc le GPS, vous avez en général 3-4 satellites qui vont diriger. Vous avez donc, on l'a tous sur notre portable. Hein, on a un système. Vous avez l'image qui est derrière. Donc on l'a tous sur notre portable. Donc vous avez une indication de l'endroit où aller. Donc le missile, il part, il sait qu'il doit aller à tel endroit. C'est comme Waze c'est une application tout simplement. Donc dès lors que vous empêchez les satellites de communiquer avec votre objet, vous savez plus où vous êtes. C'est exactement ce qu'on peut faire, ce qu'on peut essayer de faire avec des missiles, avec l'attaque MS. Donc c'est très technique. Le problème, quand on voit la densité, encore une fois, de satellites, c'est extrêmement compliqué. Et j'imagine que les Russes ne sont pas capables, avec certitude, de savoir si c'est tel ou tel satellite qui est dédié, au GPS ou non. Ils se ressemblent tous d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas si Stéphane Mazouf peut répondre à cette question. Bonjour, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de la propulsion spatiale. J'espère que vous avez bien entendu l'extrait de la télévision russe tout à l'heure. C'était une simplicité confondante. Pour éviter que des attaques MS n'arrivent sur notre sol, il suffit de détruire les satellites américains. Est-ce que, comme le dit le colonel, déjà, ça se fait pas comme ça. 2, est-ce que les Russes sont capables de savoir quel satellite exactement permet aux Américains de savoir aux Ukrainiens de savoir où il faut taper? Oui, bonjour. Effectivement, alors je pense que les Russes doivent être en capacité de savoir quel satellite correspond à quoi et quelle est sa fonction, parce que les satellites sont extrêmement suivis. Après, en ce qui concerne de la capacité à détruire un satellite, on va dire ennemi, c'est effectivement, comme le disait le colonel, quelque chose de relativement complexe d'une part, et d'autre part de relativement dangereux, parce qu'on risque aussi d'endommager ses propres satellites. Et ça peut se retourner contre la Russie. Est-ce que vous êtes au courant? Tout à fait. Ouais. Le Kremlin, en février 2022, avait lancé une arme anti-satellite. Alors, il s'agissait d'un test, mais si cette arme était déployée, ça donnerait à Moscou la capacité de détruire des centaines de satellites en orbite terrestre avec une explosion nucléaire. Est-ce que vous êtes au courant de ce programme? Et où est-ce qu'il en est? En tout cas, visiblement, les Américains s'en inquiétaient encore il y a quelques mois. Je vous propose d'écouter John Kirby et vous nous répondrez après.
On ne parle pas ici d'une arme dirigée contre l'humanité à terre. Ça, c'est dit. Mais on surveille de très près l'activité russe dans l'espace et on la prend très au sérieux. Le président Biden est tenu au courant très régulièrement. Voilà. Est-ce que vous partageriez les inquiétudes américaines? Est-ce que c'est un programme qui est sérieux du côté russe? C'est tout à fait sérieux et tout à fait faisable. L'idée, justement, c'est de ne pas endommager ses propres satellites. Donc on va éviter de les détruire, je dirais, de manière classique avec un missile qui serait tiré, par exemple, depuis le sol, ce qui créerait des débris qui, après, pourraient impacter vos propres satellites. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser une arme nucléaire, mais non pas l'explosion, mais c'est l'onde qui est émise, ce qu'on appelle l'onde électromagnétique qui est émise, qui, pour schématiser, va griller l'électronique de vos satellites. Donc ça va rendre les satellites tout à fait inopérants. Et quel que soit le type de satellite, c'est très difficile de se protéger contre ces radiations électromagnétiques. Donc oui, c'est des programmes tout à fait sérieux. Encore une fois, il faut être certain qu'il y a toujours le risque d'endommager un de vos satellites. Donc il faut être à peu près sûr que vos satellites à vous ne sont pas dans la zone concernée. Ouais, c'est ce qui paraît un peu compliqué visiblement. Aujourd'hui, on est d'accord, il n'y a pas de guerre sans satellite? Il n'y a plus de guerre sans satellite parce que le satellite, c'est l'imagerie. Le satellite, c'est le GPS pour positionner ses troupes ou positionner ses armes, et c'est les télécommunications. C'est plus possible aujourd'hui. Enfin, c'est plus possible. Ça me paraît très difficile d'imaginer aujourd'hui une guerre sans satellite. On reviendrait quelques décennies en arrière. Ouais. Je ne sais même pas si on en a les capacités. Ouais. Je vois le colonel très attentif. Vous êtes d'accord? À 100%. Par exemple, ne serait-ce qu'on avait retrouvé des images, des photos satellites qui permettent aussi de repérer les usines, de voir où en sont par exemple les Russes dans la construction d'armes, s'ils accélèrent ou pas. Ça permet de voir les positions des ennemis par exemple aussi, de savoir exactement où ils se trouvent. L'imagerie, c'est le renseignement. C'est tout. Exemple, quand on fait du ciblage, par exemple, du ciblage d'objectifs tel qu'ils l'ont fait avec l'attaque MS pour tirer sur une des 200. Par exemple, des photos révélées il y a 2 jours, c'est exactement ce qu'on voit. Pour savoir si ça a bougé ou pas bougé, on peut annuler la mission. Donc l'imagerie est déterminante dans le renseignement et la qualité de renseignement qui est transmise aux donneurs d'ordre. Pierre Ménage, je vous ai approuvé. D'accord. On est presque dans la fiction parce que là, on parle de la guerre de l'espace à la période d'Elon Musk. Enfin, on est dans l'ère d'Elon Musk. Donc ça doit vraiment l'intéresser, lui. Donc, on a vu qu'il pouvait avoir un certain pouvoir, d'ailleurs. Il y a un certain pouvoir. Mais cela dit, je crois que plus généralement, nous sommes entrés dans une période de 2 mois, très précisément 2 mois, puisque nous sommes le 20 novembre jusqu'au 20 janvier, ça fait 2 mois, ça va être la période de tous les excès. Et la période où chacun va prendre ses marques. Les Russes, si vous voulez, vont essayer de prendre avantage et sur le terrain et sur le plan diplomatique. Ouais. Tout ce qui sera pris sera considéré par eux comme un acquis, et les Ukrainiens vont essayer de minimiser les dégâts, les pertes. Donc on est dans une période effectivement qui est de la guerre, qui est dangereuse, qui est sur le terrain, mais aussi sur le et puis sur les menaces, on le voit cyber, aussi, sur le plan effectivement des satellites et sur beaucoup de domaines. Déjà. Je voudrais faire certaines remarques tout d'abord sur la qualité des connaissances des intervenants de cette talk show. Et la qualité, elle est très très bas. Vous savez, comme je les regarde, tout d'abord, j'ai jamais vu cet expert sur ce plateau-là. Ça veut dire, c'est des gens marginaux qui prononcent quelque chose en faveur de Poutine, ne se rendent... C'est difficile à imaginer que quelqu'un prononce de telles choses de l'écran. Et c'est en Russie de Poutine, c'est possible, c'est envisageable, et c'est en faveur de cela on s'avance. C'est le café du commerce, disait le colonel. Oui, c'est ça. Deuxième chose, je pense que aussi, cet homme, je ne sais pas c'est qui, quel domaine d'expertise, je dirais comme ça, première chose. Deuxième chose, vous savez que les médias russes de ce type étatique, reçoivent, comme on dit, méthodichka, c'est des manuels. Oui. Quel sujet il doit toucher et dans quelle mesure. Alors, ça veut dire ce jour-là, M. Solovyov a reçu le manuel en disant on menace par l'espace.
Et après, c'est lieu de fantaisie. Mais quand même, il y a quelques instructions du Kremlin. Il faut parler. Quelqu'un, c'est chaque jour. Chaque jour, c'est qu'on touche programme. Exactement. C'est qu'on touche, ne touche pas. Imaginez, pour moi, c'est des élèves de CP qui sont venus sur le plateau en ayant le sujet à discuter. Et après, il fait ses fantasmes. C'est un côté, on dit, on divise des mouches et des côtelettes. Donc on a bien... Oui. Et l'autre côté... Vous savez que en regardant, je pense qu'il pense de satellite dans le terme de l'année 57 où on a envoyé le premier satellite à l'espace. Mais c'est vrai, la plupart des hommes de ce type, leur connaissance limitée par cela. D'accord. Bon, et si on est sérieux, c'est les villes fermées Snezhinsk et les villes fermées Arzamas, qui a des institutions sérieuses qui travaillent sur le design de l'armée nucléaire russe, où il y a ce type de production, de construction, des idées qui gèrent. Mais j'ai jamais entendu, je suis cette actualité. Non, alors des élucubrations, on a bien compris, mais quand même en service télécommandé du Kremlin qui leur a demandé de parler de la menace sur les satellites de l'OTAN. Et ça, c'est intéressant. Stéphane Mazrouf, au-delà de ce qui a été dit dans la télévision russe, il y a le général français Philippe Adam, qui est le commandant de l'espace, qui s'exprimait à la tribune dimanche ce week-end. Et voilà ce qu'il disait. Nous savons que les Russes essaient de brouiller la constellation Starlink, qui rend beaucoup de services à l'Ukraine. Starlink tient bon pour l'instant. Je ne sais pas comment ils font exactement, mais manifestement, ils se défendent bien. La menace, elle est réelle. Et les Russes essayent bel et bien. Tout à fait, mais ça rejoint ce qui a été dit il y a quelques minutes. Les satellites sont aujourd'hui indispensables, et notamment les satellites de télécommunication. Et donc Starlink étant utilisé notamment par l'armée ukrainienne, c'est tout à fait normal que Moscou s'affaire non pas à détruire cette constellation, mais à empêcher la communication et à empêcher la réception ou l'émission de signaux. Merci beaucoup Stéphane Mazrouf d'avoir pris quelques minutes donc, pour répondre à nos questions, parce que c'est extrêmement concret. Aline, oui, je vous voyais... je voulais ajouter que les images satellites, accessoirement, ça a permis aussi de documenter beaucoup de crimes de guerre russes sur le sol ukrainien. Exactement. Il y a quand même beaucoup de traces d'exactions qui ont été portées à la justice et la Cour pénale internationale grâce à l'imagerie. Donc ça, c'est un premier point de l'utilité de l'image satellite. Mais c'est assez étonnant qu'il n'y ait pas eu plus... On se dit, c'était peut-être à portée de main des Russes d'essayer de le détruire. Alors on a bien compris que ça pouvait être difficile. Mais c'est ça qui est intéressant par rapport à... Oui, il y a du service commandé dans tous ces talk shows. On sait très bien que la ligne éditoriale est décidée par le Kremlin. Après, il y a des fioritures et peut-être des aménagements et des pointes d'aneth par-ci par-là. Mais enfin, quand même, ça dit quelque chose de ce qui se passe. Mais ce qui est intéressant, c'est que on est loin de l'Armageddon nucléaire. C'est-à-dire ça, c'est intéressant par rapport à la force et aux démonstrations de force qui sont en train d'être envoyées. Finalement, j'ai presque envie de dire, il y a comme une désescalade parce qu'on partait si vous envoyez javelin, gilet pare-balles et déroulé jusqu'à l'ATACMS, il y aura un Armageddon nucléaire. Là, on parle finalement de destruction de satellites. Donc, on est quand même en train de faire redescendre la pression. On redescend la pression, effectivement. Il y a une image qu'on veut vous montrer, une séquence assez intéressante et qui nous interpelle. Ça en dit beaucoup peut-être sur la société russe. Vous allez nous dire si vous êtes d'accord, parce que l'obsession visiblement pour les satellites, ça peut aller très très loin. Il y a un artiste biélorusse qui est réfugié en Pologne, qui s'est fait passer pour un dignitaire du Kremlin et qui a demandé à des professeurs de se protéger contre d'éventuelles radiations venues de l'OTAN, des radiations qui viendraient donc par satellite. Et pour se protéger, il leur a dit, il faut mettre de l'aluminium sur votre crâne. Regardez ce que ça donne. Fabriquer des chapeaux en aluminium n'est pas juste une activité intéressante et créative. C'est aussi un acte patriote qui symbolise la volonté de défendre sa patrie des menaces extérieures. Laissons notre chapeau devenir un symbole d'unité et de résilience face aux menaces extérieures. C'est tout à fait véridique. Ces professeurs en sont persuadés, ont suivi à la lettre la consigne du Kremlin, l'ont expliqué à leurs élèves. Alors, moi, je disais qu'il y avait un côté pathétique. Aline disait que c'est assez tragique. Mais l'artiste disait, c'était ça mon but, prouver que l'obéissance en Russie, aujourd'hui, va jusqu'à l'absurde. L'obéissance des fonctionnaires. C'est ce qui se passe, effectivement, aujourd'hui. C'est révélateur ou pas ? Oui, c'est révélateur. Ça nous montre qu'il n'y a pas d'analyse critique sur tous les niveaux
De la société russe. On ne peut plus réfléchir en fait. Oui, nous ne pouvons pas plus réfléchir vers le commande de notre dirigeant. Ça veut dire si c'est commandé faire ce type de choses, il faut obéir. Oui, parce que si tu ne le fais pas, tu es immédiatement considéré comme un traître, comme un ennemi. Et ça me fait vraiment honte. Pourquoi? Parce que ces profs, ils participent aussi dans les falsifications des élections en Russie. Parce que la plupart des endroits, c'est situé toujours dans l'école. Et ces profs qui a obéi, falsifier les élections, il a obéi maintenant faire cela. Et je ne sais pas, la prochaine, c'est quoi? Parce qu'on a une blague qui montre l'absurdité. Qu'est-ce que nous devons faire avant la guerre nucléaire? Nous devons s'habiller dans le tissu blanche et se bouger vers la cimetière. Et je pense qu'ici, ça va arriver, il va croire.